Bonsoir, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Alors, cette semaine, on a reçu Anthony Rémillard, super gars, super le fun, super gentil, très sympathique, super intéressant au niveau de la créativité. Il y a une couple d'affaires, on m'entend dire souvent dans l'épisode que c'est pas conventionnel ce qu'il fait. Puis c'est vraiment pas un défaut. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Il m'a fait découvrir des nouveaux trucs un petit peu dans la façon qu'il fait. On voit que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque chose d'un petit peu différent. C'est très cool comme façon de procéder, je trouve. Et ça se reflète dans son stand-up. Donc, c'était super cool comme épisode. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ouais, moi-même, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aimé sa vision, sa façon de voir les trucs. Entre autres, une fois, je pense que c'est vers la fin du podcast. Ben oui, c'est vers la fin du podcast où il parle du fait de se mettre des défis, genre, Oui. de pas se comparer, de pas whatever, que tout ce qui importe, Mhm. ben, en fait, qui devrait Les importer, c'est juste objectifs. de se mettre des objectifs pour chaque show. Puis je trouve ça tellement bon. C'est une affaire que j'avais comme jamais réalisé, que j'avais jamais vu de cette façon-là. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est genre une, une approche totalement différente que je vais avoir quand on va pouvoir commencer à faire des shows en 2025. Là. Fait que Oui, je effectivement. trouvais ça intéressant pour vrai. C'était Ouais. cool. Moi, j'aimais sa théorie de sauter, d'être sur le gun. Là, Je trouvais tu que le c'est une belle gun, image. Ouais, ouais, c'est ça. Oh boy, OK. mitraillé. On ne fait plus jamais ça. Ça fait tellement longtemps que je Mais, suis pas sorti, je deviens fou. ouais, mais c'est pas une game de paintball ici de calice. Non, non. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, sa façon de procéder. Tu sais, quand il disait que 10 minutes avant, un petit peu, tu sais, il prenait l'énergie de la salle, puis ça lui permet de retravailler ses textes, tout. Ça, c'était vraiment cool. Donc, Ouais. 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 Ouais, non, non, c'était vraiment cool. C'était un super épisode. Fait que, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos pages. Ça fait 2 semaines qu'on a pris une petite pause. Fait que j'espère que vous ne nous avez pas oubliés. Mais allez comme toujours, nous suivre sur nos pages personnelles. Allez suivre Créativité Sans également. On va recommencer à être super ponctuel et assidu par rapport à nos épisodes. Ça serait cool aussi que, je pense qu'on l'a demandé à quelques reprises, mais n'hésitez pas à commenter à nos trucs pour vous dire vos façons de penser ou vos opinions ou des trucs qui vous ont fait penser à quelque chose ou que vous avez aimé ou qui vous ont fait réfléchir, comme moi, par exemple, l'affaire des défis d'Anthony. Droppez-nous aussi c'est le seul endroit au monde où vous pouvez faire du name drop. Fait que droppez des noms que vous aimeriez, des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, des trucs comme ça peut être cool. Des fois, ça peut être du monde qu'on n'a pas nécessairement encore pensé ou encore ça peut donner une motivation de plus pour inviter des gens de dire que vous êtes intéressés à les entendre. Fait que voilà. T'as-tu quelque chose à rajouter, toi, Sacha? Non, c'était très complet. Bon épisode. Ben, C'est fin. vrai, c'était bon. Cool, cool. Ben, Anthony Rémillard, merci d'être là. C'est vraiment, vraiment cool. Merci à vous, les Super gars, gentil. de l'invitation. Ben oui, écoute, nous autres, on commence tout le temps avec la même question que. Là, ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré de podcast, fait que je sais pas si c'est encore détesté, mais notre première question, c'est tout le temps, c'est quoi ton style d'humour, selon toi? Comment tu l'écrirais? C'est une bonne question. Ouais, ben, C'est une bonne question dans le sens, c'est pas facile à répondre à ouais, ça, surtout, surtout quand ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de show. t'as le goût de Euh, quitter la réunion quand t'entends ça, hein, tu fais comme. oui. Non, mais mon style, il évolue, il est en constante évolution. Fait que c'est un peu tough à bien cerner. Je vais dans différentes zones. J'aime autant aller toucher l'humour noir que l'humour absurde, que l'anecdote, que parler de moi, que parler d'expérience, que essayer de partir sur plus des réflexions sur un sujet. Fait que c'était assez flou. Je vais reprendre une phrase de Mariana Mazza, mais ça décrit bien, je pense, j'ai pas nécessairement un style précis, c'est plus venez voir Anthony Remillard qui parle d'un sujet. T'sais. Ouais. Voyons voir la vision d'Anthony. Puis je pense que c'est un peu ça pour chaque humoriste. Les styles, ils étaient. Ben non, ça dépend. Les styles, je veux dire, tu as des. Sam Breton, c'est clairement des conteurs. Un conteur. Ouais. Jean-Marc Parent, du monde qui vont vraiment dans
les histoires un peu plus. Mais sinon, même d'autres amis, c'est peut-être parce que je me demande si c'est parce que j'ai de la misère à avoir un regard critique sur ce que je fais, mais même des collègues, des amis proches, c'est tough d'expliquer de donner le style précis de quelqu'un. Fait que je pense que ça va être ça ma réponse pour le début du podcast. Mais peut-être qu'à la fin du podcast, après 1h15, ensemble, on va réussir à trouver un terme. Peut-être. Si c'est l'objectif, ouais. Puis, moi, je me demandais, la forme que ça prend, c'est plus stand-up parce que en sortant de l'école, quand tu faisais la chronique dans un bar avec un de tes amis qui n'existe plus, je pense, le Baron Samedi. Le Baron Samedi, c'est ça. Il me semble que tu faisais plus comme des formats plus liners un peu, puis à un moment donné, tu as comme évolué dans quelque chose d'autre. Ouais. Ben, quand j'étais à l'école de l'humour, c'était ça, j'étais plus dans les liners. Les liners te permettent de gagner confiance un peu sur scène. C'est plus tough en même temps à écrire des liners, mais à livrer, c'est plus facile. C'est une blague, quand elle ne marche pas, on passe à une autre. Puis ça te permet de trouver vraiment juste, aller chercher un rire, gagner confiance, faire OK, je suis capable de faire rire sur scène, cool. Puis à force d'en faire, tu trouves plus ta personnalité, puis tu deviens un peu plus, tu trouves plus d'aisance sur scène. Fait que moi, ça a été ça. Puis aujourd'hui, je pense, tu te demandes d'écrire un liner, je suis pas capable quasiment. J'ai vraiment plus de difficultés. Puis c'était surtout vu que, en fait, c'est ça, quand j'ai eu la chronique, à toutes les semaines, il fallait que j'écrive un 8 minutes. C'est pas vrai que je n'étais pas capable d'écrire 8 minutes de liner à chaque semaine. Fait que je me donnais comme défi de trouver un sujet, puis je l'exploitais à fond. Puis ça a vraiment développé un peu plus mon style. Je pense qu'on va retrouver. J'ai plus de misère à définir mon style d'humour, mais je pense que j'ai ma couleur sur scène. Je vais avoir comme. On peut reconnaître mon écriture. Je vais partir souvent dans des parenthèses, puis tout, puis je passe un peu du coq à l'âne, mais finalement, j'essaie de tout construire pour que tout se tienne. Mettons, côté référent, moi, je suis un gros fan de Mike Birbiglia. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça me dit quelque chose de nom. Ouais, moi aussi. C'est un petit gars de Terrebonne. Non. OK, oui, je le connais, oui. Il est smart. Non, c'est un Américain, il est vraiment bon. Il a l'air de rien. Vraiment, tu le regardes, ça a l'air d'un père de famille plate. Là. Il a l'air d'un fonctionnaire, genre, basic. Puis finalement, il est vraiment funky dans sa tête. Puis ses shows, c'est plus proche du one-man show que du special, dans le sens que tout est vraiment bien construit, puis c'est souvent une histoire qui se tient. Puis à travers ça, il part dans plein de bulles. Mais ça m'a inspiré beaucoup. Puis je pense que je suis comme ça aussi dans la vie. C'est long avant d'arriver au bout de mes histoires, puis au bout de mes réflexions. Fait que je prends souvent 1001 détours. Puis ça, je l'exploite plus sur scène. T'sais. Ben justement, comment tu l'as vécu, ce switch-là? Parce que tu passes de faire des liners, que c'est vraiment court, punché, rapide, puis tu passes plein d'idées une après les autres, à prendre ton temps, décortiquer quelque chose, faire le tour d'un sujet en 8 minutes, plus ou moins. Comment tu l'as vécu, ce changement-là? Ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain? Non, zéro. Puis ça s'est fait à un moment donné, c'est que à force de faire des liners, tu fais des shows, puis là, à un moment donné, tu as tes gags préférés. Puis là, tu le pousses un petit peu, tu le pousses un peu plus loin, puis là, le liner devient ce que tu penses qui est un bit, finalement, c'est juste un plus long gag, là, mais c'est pas encore un bit, mais quand tu commences, en tout cas pour moi, je suis allé au bout de l'idée. Là. Je me rappelle un show que j'avais fait, j'avais un bit, je serais plus capable de le faire là, je me rappelle plus exactement. Je l'aimais, il était absurde, puis tout. Puis c'était Sam Breton qui m'avait dit, il m'avait écouté, il m'avait dit faut que tu pousses ça plus loin, là. Ça c'est super intéressant, tu as juste une prémisse en ce moment. Là. C'est le début, part une histoire là-dessus. Puis ça a été comme un gros déblocage de me casser la tête à pousser ça plus loin. Je me rappelle plus 100% la prémisse, mais c'est une affaire de
un faux calcul mental que je faisais qui... c'était quoi? C'est que c'était genre, pour faire un enfant, tous les bébés ont été conçus avec un pénis dans un vagin, mais ce pénis-là, il est aussi sorti du vagin. Fait que 1 moins 1 est égal 0. Je partais dans une bulle de son rendu où ces pénis-là. Les 7 milliards de pénis. Puis là, je partais sur le gars qui se promène en forêt puis il entend un petit bruit, puis derrière une grosse roche, il y a 7 milliards de pénis. Puis là, le monde, je me rappelle plus c'était quoi la logique. Il y avait une logique de comme si je comprenais que quand tu fais l'amour, tu perdais ton pénis. Puis c'était le gars qui retrouvait. Fait que, au début, c'était juste ça. C'était genre, sont où ces pénis-là? Puis j'arrêtais ça là. Puis là, à un moment donné, j'ai comme poussé une histoire. Puis ça, c'est ça, c'est absurde. Puis je parle de pénis, mais c'était dans mes débuts. Puis il y a des bons gags de pénis encore aujourd'hui. Mais je pense que ça a été le déblocage à le pousser plus loin puis comprendre c'est quoi se rendre, gruger l'idée au maximum. Ouais. Mais c'est de te le faire dire qui a fait que tu as eu le déclic majoritairement? Ouais, il y a beaucoup de choses en fait que tu te fais dire, puis surtout quand j'étais à l'école de l'humour ou tu écoutes des podcasts, tu lis sur l'humour, quoi que ce soit, puis tant que tu ne l'as pas vécu, tu le comprends pas. C'est le classique de tes parents qui te disent « mets pas ta main sur le rond du poil ». Tant que tu ne mets pas ta main sur le rond du poil, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Il faut que tu l'expérimentes. C'est ça l'humour, c'est de l'apprentissage constant. Puis au début, l'apprentissage est plus tough parce que souvent, tu vas plus te planter, ça va faire plus mal. Mais à chaque show, tu apprends quelque chose. Puis là, il y a des phrases que des profs m'ont dit à l'école, est-ce que ça va vite? Il y a 7 ans, 8 ans? 7 ans, il y a 7 ans. Ouais. Déjà, ça n'a pas l'impression. J'étais à l'école il y a 2 ans. Mais il y a des phrases que là, je comprends aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Ben, aujourd'hui, il y a 1 an. Ouais, dans le temps, oui. Mais c'est vrai que je t'ai déjà entendu dire dans un autre podcast que en sortant de l'école, tu ne savais pas écrire du stand-up. Et tu disais ça, de ce que j'ai compris, tu disais ça par rapport à que tu n'arrivais pas à parler de toi et donc livrer ta propre perception de ton univers au public. Fait que, tu peux-tu en parler un petit peu plus de ça? Comment ça s'est finalement concrétisé dans ta tête? Ça s'est fait à un moment donné. C'est à force. C'est ça. Je pense que c'est avec ma chronique aussi. À un moment donné, tu épuises des sujets. T'sais. Fait que là, je suis passé de faire des liners un peu absurdes sur n'importe quoi à justement, je m'impose un sujet. Là, à un moment donné, tu as fait un peu les gros sujets, puis tu essaies de pas aller dans les zones connues. Mm-hmm. Puis là, tu penses à quelque chose que tu as vécu. Puis là, tu pars de ça. Puis moi, c'est là que ça a été un bon déclic aussi. Ça a été ma façon de connecter avec le monde. Vu que j'étais plus absurde au début, j'avais plus de difficultés à connecter. T'sais. Dans les bars, quand tu as un public un peu plus jeune, ça marchait. Tu clashes avec les autres invités, mais tu t'en vas faire des corpos, tu t'en vas jouer devant un public un peu plus âgé. Puis un peu plus âgé, des fois, ça peut être. On n'a pas besoin d'être des personnes âgées. Ça peut. C'est du monde où est-ce que je pourrais être leur enfant. Là, puis en plus, j'ai l'air jeune. Fait que. Coudonc, je m'en allais où avec ça? Oui, par rapport à un moment donné, quand j'ai réussi à parler un peu plus d'expériences que j'avais vécues, c'est là que je connectais plus avec le monde parce que je partais d'une émotion que j'avais vécue. Et ça, cette émotion-là, ça a été mon lien avec le public. Quand même bien que je te raconte une anecdote que je dis n'importe quoi, mais j'étais gêné dans l'autobus, peu importe, parce que je sais pas, je saignais du nez. C'est pourri là, comme anecdote, mais mettons, ce feeling-là, quand même bien, tu n'as jamais saigné du nez dans un autobus dans ta vie, ben peut-être qu'au primaire, tu t'es déjà pissé dessus. Peut-être que tu as déjà été gêné. Tu comprends c'est quoi la gêne, fait que tu es capable d'embarquer dans mon histoire. Puis, fait que ça a été mon lien où est-ce que, OK, ouais, quand je parle de moi, quand je parle de mon vécu, je peux aller plus loin, je connecte avec le monde à partir de là, puis là, je peux aller dans des bulles puis revenir.
Fait que c'est ça. Fait que je garde une petite dose d'absurde que j'aime surtout dans des concepts, dans mon écriture, mais toujours basé sur le réel. Nice. OK, je comprends. Puis comment que. Parce que là, maintenant, sachant que tu fais ça, que tu te pars d'une émotion, avant, Ouais. c'est que tu étais totalement détaché de ça. Mettons, tu faisais juste prendre cette semaine, je vais rire des autobus, mettons, pour reprendre cet exemple-là. 100%. OK. Mon numéro en route, c'est ça. Je parle de la chasse. Je pense que je m'étais donné comme objectif de parler de la chasse. Puis là, j'avais sorti des idées sur la chasse. Ça donne un numéro qui est le fun. Il y a des bons gags, même si je pense sur scène, j'ai quand même évolué. Là. Il y a quand même des gags que j'aime encore de ça. Puis il y a des idées le fun. Mais ça, je le trouve il est moins personnel comme numéro. Il est pas que n'importe qui aurait pu l'écrire, mais un peu. Ça devient plus comme un exercice d'écriture, quant à moi, bien travaillé, que un numéro qui me parle et qui me représente. À un moment donné, il y a ça aussi, c'est que tu as le goût de dire des trucs, tu as le goût. Ça, c'est l'autre switch aussi par rapport de personnage à un peu plus moi sur scène. Quand j'étais à l'école, j'étais comme un personnage un peu plus. J'avais pas de costume, mais je changeais un peu ma voix. J'étais pas vraiment moi-même sur scène. Je comme un personnage, c'est cool parce que ça te permet d'aller n'importe où, puis ça te dédouane de dire n'importe quoi. Puis pour moi, ça a été le contraire. À un moment donné, j'ai pogné un mur de ça me bloquait. Je pouvais pas parler. Il y a plein de sujets que je pouvais pas parler parce que on n'allait pas me croire, on n'allait pas embarquer. Ouais. Ça aussi, ça a été un déclic de le fun de OK, quand je pars de moi, c'est pas moi qui invente ça, là, partir de soi, c'est un peu, t'écoutes n'importe quel cours de stand-up, quoi que ce soit, c'est un peu la base. Là. Mais ça, je le comprenais pas. Parle de toi. Ouais, parle de moi, mais qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Puis ça s'est fait comme tout seul, d'une certaine façon. Tu t'es fait ramener par toi-même. Ouais, par moi-même, par expérimentation aussi. Je continuais à expérimenter en sortant de l'école, à tester des affaires, à un moment donné, tu essaies, tu fais je vais essayer un delivery un peu plus rapide. À un moment donné, tu es dans une passe, tu joues plus rapide. Là, tu fais OK, je suis allé au bout de ça, je suis pas sûr que ça me représente tant. Tu reviens, tu rejoues un autre 6 mois, tu es plus dans une passe de jouer un peu plus lent. Là, à un moment donné, je joue ça avec le micro sur le pied. Tu sais, c'est tous des petits détails pour un public, mais pour vous qui avez déjà fait de la scène, je suis sûr que vous le comprenez, ça change tout. Dans juste l'énergie puis le feeling que tu as sur scène, tenir son micro ou qu'il soit sur le pied de micro puis tu as les deux mains libres, c'est deux feelings complètement différents. Ça te met dans un autre état. Fait que ça dépend aussi, en testant plusieurs petits trucs de même, j'étais allé chercher des zones dans lesquelles moi j'étais inconfortable ou j'étais plus confortable, puis j'expérimentais là-dedans. Puis ça a été surtout en regardant les autres. Toutes les shows que je faisais, il y avait un peu de feedback. Hein. Ouais, c'est ça. Léo, il y avait du feedback dans tes écouteurs, je pense. Ah, tu vois, là, on l'entend plus. On t'entend plus. Bon, c'est mieux. Ta gueule, Léo. OK, continue. On va déboguer ça. On t'entend pas. Ben non, c'est pas grave. À chaque mois. Là, on t'entend, là, ouais. Là, vous m'entendez? Ouais. Yeah. Ouais, OK, bon, parfait. Ouais. On entend un petit peu de feedback encore, par contre, mais... C'est vrai? Ouais. Je vais essayer de me rapprocher, mais c'est le mieux que je peux faire dans mon studio à 2 pièces. Ouais. On voit que tu fais pousser du pot en arrière. Tape-toi pas dessus. Mais ça m'intéresse parce que il y a un truc que tu parlais de cette espèce de recherche vers l'authenticité-là que tu as entamé. Je ne sais pas si tu l'as terminé, là, mais non. Comment Non. Tu sais, c'est tough. Je pense que tout le monde a le même problème. En tout cas, moi, j'ai ce problème-là en ce moment. Je pense que ça, c'est une grosse coche d'être vraiment toi. Parce qu'il faut toujours bien que tu le saches, là. C'est quoi, tu sais? Ouais, il y a ça. Moi, ce qui a été un plus gros... Pas un plus gros bug, mais... tu sais, je suis rentré à l'école à 20 ans.
Sans grosse expérience de vie. Tu sais, j'étais bon à l'école. J'avais consommé un peu, mais tu sais, je n'étais pas tombé dans la drogue. J'avais pas fait de conneries tant que ça. J'avais pas. Tu sais, j'avais pas du gros vécu, des petites peines d'amour, mais tu sais, j'ai pas été suicidaire. Je dis pas qu'il faut être suicidaire pour faire du monde, c'est pas ça, mais j'avais pas une grosse épreuve dans la vie. Fait que là, t'es à 20 ans, t'es à l'école de l'humour, puis là, tu travailles toi sur scène, puis en même temps, à 20 ans, tu travailles toi, tu sais, dans la vie de tous les jours. Fait que tu travailles 2 personnes, ça a été bien mêlant. Puis à un moment donné, les choses se placent, tu sais, puis je suis rendu à 28, puis c'est sûr qu'à 28 ans versus 20 ans, je suis plus à l'aise avec moi-même. Je comprends plus mes patterns, je comprends plus ce que j'aime, je suis plus capable de mettre mes limites, puis je pense que c'est un apprentissage je souhaite va continuer là, aussi humainement de continuer à se développer. Mais fait que ça aide l'âge pour moi. Il y en a qui. Moi, j'ai fait l'école avec Roman Fraissinet, qui a 2 ans plus jeune que moi. Fait qu'il est rentré à l'école, il avait 18, il est sorti à 20 ans. Je pense à 22, il avait sa carrière qui éclatait en France. Il y a une maturité, il y a quelque chose de ce gars-là vraiment impressionnant, mais ça dépend tout où est-ce qu'on est dans la vie aussi, puis c'est correct. Puis si j'avais à recommencer, je recommencerais au même âge parce que ça m'a permis justement de faire mes classes pendant que je grandissais aussi. Fait que c'est ça, je me suis un peu perdu. Je me rappelle plus la question, mais... Ben, c'était par rapport à cette recherche-là d'authenticité que tu as entamée. Ouais, ben je pense que c'est proche de moi aussi. J'essaie d'être le plus honnête avec moi-même dans la vie. Fait qu'à un moment donné, il y a cette recherche-là aussi d'être le plus honnête sur scène. Puis c'est payant aussi. Parler, à un moment donné, à force de puiser dans mes trucs, les fois que j'ai parlé que je me suis montré vraiment vulnérable dans des sujets sur scène, ça a été super payant. Fait que là, à un moment donné, tu touches à ça, tu fais OK, genre de sujet que je n'étais pas capable d'affronter humainement dans la vie de tous les jours avec mes amis plus jeunes. Mais là, à un moment donné, je le sors sur scène, je confronte mes craintes, mes peurs, je les étale. Finalement, je ne suis pas tout seul à avoir ces craintes-là, puis on s'en fout, tu sais. On s'en fout des petits problèmes que tu as. Quand même bien qu'il y a un peu de monde qui te juge, quoi que ce soit. Il y a tellement la crainte de se faire rire de soi plus jeune, qu'il y a des choses que tu n'assumes pas, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, tu réalises que on s'en calisse. on s'en fout, tu sais. Qui tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, puis that's it, tant que tu l'assumes, puis tu y vas à fond, puis que le monde n'a pas un mot à dire là-dessus. Fait que ça a été bien gratifiant. Là. Ça m'a amené à force de tu touches à un petit truc vulnérable, puis là, tu as du fun là-dedans. Fait que tu vas plus creux. Puis à un moment donné, tu vas trop creux, puis tu fais bon, OK, ça va être ça ma limite. Ça sert à rien d'aller là parce que moi, ça me dérange pas, mais ça ébranle le monde. Des fois, c'est ça. Il y a ça aussi, des fois, quand tu tombes dans des trucs trop personnels. Moi, je suis capable d'avoir un bon détachement avec ce que je parle. T'sais. Mais tu as du monde qui sont moins à l'aise avec ces sujets-là ou quoi que ce soit dans le public. Fait que là, tu as 2 choix. Soit tu arrêtes d'en parler, soit tu trouves une façon pour en parler. Là, tu creuses à essayer de trouver une façon. Des fois, à force de creuser, tu fais bon, OK, on va arrêter d'en parler. Ça ne marche juste pas. Il n'y a pas assez de jus humoristique, mais j'aurais essayé. C'est tous ces moments-là, c'est tellement d'apprentissage, c'est tellement c'est ça, en fait, gagner de l'expérience, c'est tester des limites, tester des trucs. Puis à un moment donné, tu comprends. Le but, c'est pas seulement comprendre qu'est-ce qui marche pas, c'est comprendre pourquoi ça marche puis comprendre pourquoi ça marche pas. C'est là que tu grandis vraiment plus, là, que tu apprends le plus, quant à moi. Fait que. Ouais. C'est ce que j'avais à dire sur cette question-là. Non, mais moi, je me demandais, au début, tu sais, tantôt, on parlait de tes styles, de ton style plutôt d'humour. Puis tu disais que
un petit peu éparpillé. Tu pouvais faire tant de l'humour noir un peu, tant des affaires plus absurdes. La place de l'absurde, tantôt quand tu parlais que tu as switché des liners vers quelque chose de plus stand-up personnel, on dirait que tu semblais dire que tu avais comme un peu délaissé l'absurde, mais il y en a quand même encore pas mal dans tes affaires, non? Il y en a encore, mais avant, je le forçais. C'était ça le problème. Comme c'était en personnage un peu, c'était ouais, c'était forcé, c'était pas moi, c'était juste comme c'était plus champ gauche vraiment, c'était plus je jouais au fucké. Ouais. Je suis pas fucké dans la vie tant que ça. Ben, au final, on l'est tous, là, mais pas juste les humoristes. Là, tu apprends à écouter le monde puis leur histoire, tu réalises que tout être humain a son histoire puis est fucked up. Là. Tu travailles au service à la clientèle pendant minimum 6 mois puis tu vas te rendre compte que le monde est fucké solide. Oui. mais je disais ça, c'est l'absurdité. Mais j'en ai encore un peu parce que c'est tout qui me fait rire. C'est de l'humour que je consomme. J'aime l'humour absurde. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis j'ai grandi avec ça, en regardant les Denis, en regardant Jean-Thomas. Le premier DVD des Denis, je l'ai regardé, puis regardé, puis regardé. Là, j'aime ça, même encore aujourd'hui des Eric Andre Show, des Lushbug quand vient le temps de trouver des exemples. Mais c'est ce que j'aime. J'aime l'absurdité, j'aime le drame absurde. Tu prends Breaking Bad, puis pour moi, c'est super absurde, mais c'est bon. J'aime l'absurde réaliste, en fait. Mm-hmm. Quelque chose de plausible, mais que tu fais, voyons, tabarnak. Avec ça, tu peux jouer avec plein de zones. Tu vas dans plusieurs émotions, dans le drame, dans le rire, dans le gros rire gras de ah, c'est ça! L'absurde a cette puissance-là. Quant à moi, en fait, exceller en absurde est un peu la même chose qu'exceller en humour noir. Tu viens fucker les repères du monde. Ben, c'est exactement ce que moi j'ai eu comme un peu comme impression quand j'ai vu un de tes numbers au prochain stand-up. Je ne sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais ton anecdote là, que tu parlais que tu rentrais chez vous, puis en tout cas, tu sais ça, là, ça, moi tout le long, je regardais ça, puis j'étais comme ah, c'est fucké, là, tu nous ramènes dans ton univers, dans ta folie, puis là, en tout cas, c'était incroyable comme numéro. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, fait que je trouvais ça vraiment original, puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Effectivement, c'était comme de l'absurde accessible, genre, c'était comme vraiment réel, puis c'était vraiment cool, donc c'est pour ça que c'est un number que j'aime beaucoup, là. J'étais content de pouvoir le capter. Ouais. C'est un number qui m'a pris beaucoup de temps à écrire aussi. La première version date d'il y a 4 ans. Puis c'est quand même casse-gueule beaucoup. Là. Ça passe ou ça casse comme numéro. Ou est-ce que c'est ça? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vite, c'est que je dis que ma mère, c'est quand elle raconte une histoire, Christy que c'est long. Puis là, je dis l'histoire que ma mère va raconter. Je te raconte, j'étais allé chez mes parents justement, puis ma mère m'a conté l'histoire. C'était dans la cuisine, puis j'ouvre la porte, puis là, je pars raconter l'histoire que ma mère m'a raconté, c'est super. Là. Je fais exactement comme ma mère. C'est ça passe, ça casse. C'est toutes les gags, c'est des briseurs de rythme, c'est des petites observations, c'est du. On n'est pas dans le non-sens, on n'est pas dans le fucked up, c'est juste voir que l'absurde de ça, c'est voir que tu as pris 5 minutes de notre temps. Tu avais un micro, tu avais de la scène. C'est ça que tu as dit. Tu as parlé de ton salon. Exactement. Mais c'est pas conventionnel comme number. Je veux dire, moi, j'avais jamais vu ce genre de technique-là d'écriture avant. Fait que ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça s'est créé, ce numéro-là, comment tu as procédé, comment tu as écrit ça. Ah, ben c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai oublié de continuer à dire. Mais ouais, je l'ai starté il y a 4 ans environ. J'avais eu cette idée-là quand j'avais ma chronique au Baron Samedi, justement. Je l'avais essayé, mais ça avait bien été quand même. Là, c'est le genre de number que j'ai fait, mettons,
je sais pas, 8 fois, genre dans des soirées. Puis j'essayais de l'améliorer. Tu sais, à la télé, je pense que ça dure 6 minutes. En tout, sur ma maison, tout ce que j'ai écrit, il doit avoir 20 minutes. Puis c'est avec les fois que je le rode, je trouve que cette phrase-là, finalement, elle va plus là. Puis finalement, il faut que je parle de mon salon avant de parler de ma chambre. Puis j'inverse les trucs. Mais première année, mettons, c'est ça. Je le sors, je le fais une première fois à ma chronique, ça va bien, OK, je le teste un peu ailleurs. Là, c'est une fois sur 2, ça marche bien, le monde comprend où est-ce que je m'en vais. L'autre fois, ça marche pas. OK, là, je le remets de côté. Un an plus tard, je le ressors. Encore une fois, je le rode, je le retravaille 8 fois, qui n'est pas beaucoup là, pour tighter un number, mais qui était tellement casse-gueule. Vu que c'est pas conventionnel, c'est pas des gags, c'est vraiment comme chirurgical. Là. C'est du jeu, c'est. Fait que ça a été long et ardu. Le numéro a évolué constamment. Puis j'avais comme oublié ce number-là. Puis c'est pendant que je faisais la compétition, je passe le premier round, ça va bien. Puis je repense à ce numéro-là, puis là, je l'ai retravaillé. Je travaillais un peu avec. J'écris avec Frankie, comme humoriste. Puis on écrit ensemble. On a commencé justement avec le prochain stand-up. On s'entend bien. On s'est rencontrés en faisant des shows. Puis on a un peu la même tête sur certaines choses, mais zéro la même écriture. Fait qu'on se complète bien. Puis il m'aide vraiment. Puis il y a tellement d'expérience. C'est fou de travailler avec ce gars-là. La chance que j'ai. C'est le fun. S'entourer de quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est capable de me remettre en question, puis il me challenge, puis il va me dire la vérité, puis ah ouais, ça tu trouves ça bon? J'aime ça. Moi, j'ai besoin de m'entourer de gens comme ça parce que ça me sert à rien de me faire dire, de me faire flatter dans le sens du poil. Puis je le sais aussi qu'il ne le dit pas par méchanceté, il va me le dire parce qu'il veut que je m'améliore. Et on a retravaillé un peu le number ensemble, puis là, je l'ai jamais autant tighté. Il a traîné pendant 3 ans, là, je le ressortais, tout, mais là, pendant 1 mois, je l'ai rodé, tighté. Puis la fois que je l'ai fait à la télé, justement, ça a été, je pense, la meilleure shot que je l'ai faite. Mon timing était en pointe. Je suis sorti, en fait, puis j'ai fini mon number, puis j'étais comme, je passe au prochain round. Juste où j'étais même pas stressé, j'étais comme, mettons, je passe pas, ça me dérange pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pouvais pas faire mieux. Puis c'est ça qui est tough avec la télé parce que c'est un one-shot. Là, ça arrive des fois, le même number, tu torches la veille, puis le lendemain, tu réessayes, puis tu fais la même chose, même texte, même intonation, même timing, mais il y a un petit quelque chose de différent. Ça ne connecte pas avec le public. Puis là, j'ai été chanceux, ça a été comme le moment que j'étais en pointe dessus. Ouais. Je suis bien content de l'avoir bien capté. Ben oui. T'avais-tu un Gatorade qui t'attendait à la fin ou quelque chose parce que tu devais être brûlé, man? Je sais pas. Moi, je te regardais aller, j'étais comme tabarnak, j'étais épuisé à ta place, man. Ça prend du cardio pour faire ce genre de number-là. Mais non. À force de le répéter, à un moment donné, ça va, puis ça devient comme une. Je m'en vais dire comme une chanson, mais je chante pas dans la vie, je sais pas comment. Je peux pas faire des comparaisons musicales, j'ai aucune notion musicale. Mais non, ça devient. Non, je n'ai pas épuisé. Je pense que je ne pourrais pas faire 1 heure comme ça, sur ce débit-là. Mais 6 minutes dans une compétition, tu es à la télé, c'est un one-shot deal, tu y vas, puis tu as la drive. C'est une journée de tournage, tu arrives là à 1 heure, puis là, c'est des tests de son, tu t'en vas te faire maquiller, finalement, tu montes sur scène des fois à 10 heures, ça a été comme tout le long de stress. Fait que des fois, ce stress-là t'épuise, d'autres fois, te donne le edge de OK, let's go, on y va, puis t'es sur l'adrénaline. Autant j'ai vécu cette expérience-là que mon dernier number que j'ai fait, ça a été le contraire. C'est un number que j'étais plus sûr de moi. C'est un number qui
qui a rentré plus souvent, plus fort. T'as vu sur l'anxiété, celui-là? Non, ça, c'est le premier number. Ça, c'est le premier, ok, je me mélange. Le troisième, je raconte une anecdote de date de célibataire qui est plus crue. Puis, il a fallu que je le fasse là pour réaliser que ce number-là fonctionne après un 15, après un 20, après une demi-heure, après une heure. Mais en 5 minutes, il y a trop de choses à placer. Ça n'a pas marché comme le numéro est censé fonctionner. Puis c'est ça, j'étais comme plus brûlé aussi. La journée a été plus longue. Ça a tombé que cette fois-là, je n'étais pas on point. Puis c'est pas grave. Ben oui. On parlait tantôt de l'apprentissage, ce n'est un apprentissage que, OK, ben oui, c'est pas parce qu'un number fonctionne à telle place, puis un ratio de 90% de ça fonctionne bien, qu'il est fait pour la télé ou qu'il est fait pour en 5 minutes. Fait que je le vois zéro comme une défaite, puis j'étais content de mon passage prochain C'est un beau stand-up. parcours. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, merci. est-ce que par rapport à ce numéro-là que tu parlais, que tu es sorti de là, puis tu avais une certaine confiance, parce que tu avais vraiment tout mis, est-ce que tu t'as noté qu'est-ce que tu avais fait pour créer ça, pour être capable de recréer un autre numéro qui va être autant top? Genre, t'as-tu noté le processus ou? J'étais prêt. C'est vraiment ça. Ouais. L'autre, comme il a fallu que je modifie le numéro pour qu'il soit plus télé, mais il a fallu que je change des mots, que je change des petits trucs, que je coupe l'intro parce qu'elle ne passait pas, que je la modifie. Je ne suis pas arrivé aussi certain. J'étais fébrile un peu, mais pas positif. J'étais confiant parce que je sais qu'il y a des gags, puis je sais que le numéro fonctionne, mais je n'étais pas aussi à l'aise dans le numéro vu qu'il y a eu des modifications un peu dernière minute dans le number. Fait que c'est ça. Je pense que ça a vraiment été ça. Fait que je ne suis pas rentré sur scène avec la même petite joie de yes, on vient s'amuser puis il n'y a pas de stress. J'étais encore un peu après me répéter des mots dans ma tête puis après répéter le number un petit peu. Pas chambranlant, j'étais prêt, mais pas 100% prêt. Ouais, moi, j'ai aimé comment tu as envoyé balader les autres concurrents quand le vote a passé. C'est drôle, ça. Tout le monde se dit, tout le monde se dit comme nice job, puis lui il est comme. Je me rappelle plus comment ça a passé. Il y a du montage, là. Fait que la façon que ça s'est passé live, c'est que on était 4. Fait que là, finalement, c'est moi qui passe au prochain round. Puis là, je fais comme yay, nice. Puis là, Marilyn Jonca a fait juste c'est tout, yeah, nice. Je suis comme fuck you! Vraiment intense. Ça a été ça. Nice. Mais au montage, je sais pas ce que ça a donné. Je sais pas si on me voit interagir avec Jonca avant, puis c'était tout doux. Fait que, mais je suis content parce que, tu sais, les autres Maurice, je veux dire, on se connaît, puis on est chum, on se connaît bien, on jase backstage, tout est le fun. Fait que il savait que c'était zéro méchant. Là. Non, c'est sûr. Tellement out of the blue que... ouais, ça fitait pas vraiment avec ton caractère, on disait. Non, c'est ça. C'est ça. Tu vois que ça clashait, ouais. Moi, je me demande, par rapport à ton 60 minutes que tu avais présenté au ZooFest et que tu as gagné, est-ce que là, évidemment, il n'y a rien qui roule, mais est-ce que tu continues à le faire? Il y a pas là, non, c'est pas un plan, c'est pas un plan de partir en tournée non plus. Je suis pas rendu là. Je suis encore. On parlait de développement. Je suis encore après. J'ai du fun encore à développer, puis je suis très conscient aussi que j'ai pas le fanbase pour partir en tournée. Mon nom commence à circuler un petit peu de plus en plus, mais tu sais, je suis pas. Je ne vendrais pas de tickets. Là. Je pourrais peut-être aller faire une ville puis remplir une petite salle de 100 places, mais je ne pourrais pas y retourner un mois plus tard. Il faudrait que j'écrive un autre show pour y retourner, mettons. Je suis pas mal là de façon réaliste. Mais j'avais commencé à le rouler un petit peu. Je l'avais fait à Sherbrooke. Je l'ai fait après le ZooFest, je l'ai fait 2 fois à Montréal.
J'étais censé le faire à Sainte-Thérèse avant le confinement, avant que le confinement tombe, au printemps. J'étais censé y aller. Fait que, tu sais, j'étais censé y aller tranquillement, pas vite avec, m'amuser. Mais là, c'est tombé. Là, il y a quelques numbers aussi qui sont passés à la télé qui faisaient partie du show. Ouais. Et mon plan est de le mettre de côté. Il y a du stock que j'aime encore. La construction du show se tient. C'est un show que j'étais quand même vraiment content. Il y a des trucs vraiment, vraiment personnels, puis plus dans des réflexions. C'était la deuxième heure que je faisais. Ma première heure était plus absurde. C'était plus un concept qui s'appelait Une joke en 60 minutes. Qui est un autre show que j'aimais, mais c'était un peu plus un ramassis de mes débuts, de tout ce que j'avais écrit dans ma première année, deuxième année de sortie d'école. J'avais écrit un gros intro. Tu sais, par rapport au show, j'avais écrit peut-être 20 minutes, 10 d'intro, 10 d'outro qui était que pour le show. Je m'étais full amusé avec ça. Deuxième, j'étais allé complètement ailleurs. Puis là, en fait, là, je suis après écrire un troisième. Je suis dans le début. Fait que je suis là-dedans. Là. Je suis dans débroussailler des affaires. Puis c'est la première fois que j'écris un show from scratch. Que je pars de rien, puis qu'il n'y a rien de rodé, puis j'essaie de... Là, je suis là-dedans. Là. Je débroussaille des idées, puis je commence à écrire. J'ai eu un meeting justement avec Frankie. J'ai parlé de toutes mes idées. J'avais comme fait un assemblage de 4-5 pages, juste des bullet points avec des sous-points. Puis il y avait sur 4 pages peut-être 2 lignes de drôle. C'était zéro dans le comic, c'était juste des réflexions. On a bandé vite là-dessus, savoir lesquelles qui avaient du jus, s'il y avait des liens entre elles. On a mis de côté, je les ai encore. Puis là, je suis là-dedans. Là. Je me lance dans celles qu'on voyait qu'il y avait du jus. J'ai commencé le plus à écrire, à développer un number. On va le retravailler, je vais continuer à en écrire d'autres. Puis le but, c'est un défi que je m'étais lancé, en fait, de l'écrire en confinement. Je l'ai commencé tard, mais c'est que j'étais zéro dans le mood pour écrire avant là, pas mal. Mais ça mijotait quand même. Je me gardais, j'essayais quand même de garder le cerveau aiguisé le plus possible, mais j'écrivais pas de stand-up. Puis là, c'est ça. Fait que là, je suis en début de processus d'un show, ce qui est paniquant, mais le fun en même temps. Ouais. C'est zéro le processus que je fais. T'sais. D'habitude, j'ai écrit pendant l'année, je teste. Là, je vois ce qui fonctionne. Tu vends un number, on emmène un autre. Tu vois qu'il y a des thèmes qui se rassemblent, sur lesquels il y a beaucoup de jus. Tu pousses un peu plus là-dessus. Tu vois d'autres sous-thèmes. Puis finalement, ton show prend forme à force d'écrire des numéros, t'es assembles, puis tu as un show. C'est le même que j'écrivais. Mais là... Est-ce que tu y penses avant, mettons? Bien, sûrement pas, mais est-ce que tu y penses, mettons, une fois que tu as tous tes numéros, est-ce que c'est comme pas une surprise, mais quasiment de faire comme ah, OK, hey, dans le fond, ça ressemble au même thème, ou est-ce que tu y as déjà pensé avant à que tu vas avoir J'y plusieurs ai numéros? pensé un peu. J'y ai réfléchi sans me taper la tête à ce que ça s'assemble, mais ça me trotte dans la tête un peu, mais sans plus. Puis souvent, je suis quand même surpris. Là. Des fois, ça, je vois la liste à la fin de tout mon pacing, de tout ce que j'ai écrit dans l'année. Mettons, je fais ah, si, c'est cool. Puis là, ça devient le fun. Ça, quand tu as ça, quand tu sais que tu as 1 heure de matériel, l'assemblée, là, ça devient une partie vraiment, vraiment trippante d'écriture. Autant le début est paniquant quand tu n'as rien. Il y a vraiment plusieurs phases. La réécriture peut être plus tough, mais là, tu retombes dans un bout le fun là, de tout assembler. Puis là, OK, ce number-là va aller là après lui. Tu le testes. Non, OK, finalement, le lendemain, tu sais, ZooFest, j'ai eu la chance de le présenter à ZooFest. Puis ça, c'est le fun. Là, tu le fais 5 fois dans un mois, même pas, en 2-3 semaines. Ouais. Fait que tu as le temps entre chaque show de complètement revirer le show à l'envers. Un nouveau pacing t'emmène des nouveaux gags, des nouvelles jonctions entre les numéros. Finalement, tu fais ah, si, ça c'est riche, bon, j'avais pas pensé à ça.
tu as le goût d'écrire un nouveau number, tu écris un petit bit, tu fais OK, moi l'essayer, ça marche, asti que c'est cool. Finalement, tu le réessayes le show, tu changes juste 2 bits, finalement, ça refuck tout, tu rechanges tout. Ça, c'est le fun. Au début, je ne comprenais pas en fait pourquoi les gros noms avaient avant leur sortie de One Man Show, avant leur première, avaient des fois des 50 dates de rodage. Comme, voyons, si tu es censé le savoir, ton show. T'es censé le savoir par cœur. Normalement, c'est ça. C'est toi qui l'as écrit, Esti. Pour avoir fait mes 2 shows environ 10 fois, chaque, je suis comme, ah non, avant de les présenter, puis avant qu'ils soient béton, puis mettons, ouais, je comprends qu'il faudrait au moins un autre 20 shows au moins là, avant de le présenter au Saint-Denis le jour où je suis rendu là. Là, là je le comprends. Vraiment, c'est pas d'apprendre son texte. Là. C'est pas ça. Tu connais tes jokes rendus là. C'est même pas ça. T'sais. Rendu quand tu as ton heure, tu as tous tes numbers, tu regardes tes mots, tu sais, tu as beau switcher, je veux dire, ça s'apprend. Le changement de pacing, ça prend super rapidement. Ça, c'est une autre étape super le fun. Ici, que ça, c'était une marche que j'avais pognée, que j'avais trippé. Quand j'étais chroniqueur au Baron Samedi, je me rappelle, j'étais backstage, il y a juste un petit rideau. Le monde passe par les humoristes pour aller aux toilettes. Là. C'était un petit bar. En fait, ça a changé de nom, je me rappelle plus c'est rendu quoi, c'est genre Coin 9e et Maçon. Il y a Guillaume Pelletier qui avait un open mic là avec... oui, c'est le Billy Buck. Billy Buck, c'était là. Avant, ça s'appelait le Baron Samedi. Puis avant, avant ça, avant que je commence à faire de l'humour, c'était un autre bar. T'avais des vieux de la vieille qui venaient à notre soirée, qui arrivaient en bas dans le sous-sol, dans la cave, vraiment, où on mettait des chaises à côté des barils de bière. Ils étaient comme « Asti, ça me disait quoi? Ben oui, c'est... Asti, ben oui, on venait jouer ici il y a 5 ans. Ah, c'est ça, ouais, je me rappelle, il y avait une soirée. » C'est un bar qui a eu plusieurs soirées, mais... Fait que c'est ça, moi, je m'écarte, mais j'étais backstage juste avant de monter sur scène. C'était le tour à Mathieu Pepper. Je parle de ça, c'est il y a 4-5 ans, justement. Puis je le vois pas stressé. 5 minutes avant de monter sur scène, il a son cahier, puis il fait son pacing. Il est comme, OK, il va faire ça. Je fais, ah, tu sais pas ce que tu t'en vas faire sur scène? Ben non, là, je fais mon pacing. Je suis comme, tabarnak, fait. Moi, tu sais, toute la journée, j'avais imprimé mon texte, puis je l'avais appris mot pour mot, puis j'avais répété, puis répété, puis répété, puis j'étais stressé, puis tout. J'étais comme, OK, ça se peut. Puis à un moment donné, à force de faire des shows, puis à force de travailler mon cerveau à prendre des pacings, à prendre des. Quand j'étais rendu à cette étape-là, je suis comme, asti que c'est hot, le chemin que j'ai fait. Juste ça, c'est une victoire. Mon calisse, même si mon show n'a pas bien été, mettons que j'ai pas fait rire, hey, c'est énorme, là, le travail, la gymnastique mentale de ouais, maintenant je suis capable de me faire un pacing 10 minutes avant un show, j'écoute le public. Ça dépend aussi, là, tu as un show de rodage, tu t'en viens travailler des blagues, tu es censé quand même savoir ton pacing un peu plus d'avance. Mais un corpo ou un show comme que tu viens plus pour scorer, je suis capable de me faire un pacing d'avance, 10 minutes d'avance, puis ça, c'est le fun. C'est de connaître ses gags et être à l'aise avec. Là. Oui, ben justement, par rapport à. Moi, c'est de l'affaire du 10 minutes avant. Là, parce que là, je t'ai entendu dire que la plupart de tes punchs, de tes gags. Allô? Oui, Hello? OK. La plupart de tes gags. On était très attentifs. Ouais, je pense que j'ai commis un. Je sais pas trop. OK. La plupart de tes gags, t'es écrits genre 10 minutes avant d'embarquer sur scène. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est que ça dépend des shows. Côté pacing, je me fais pas. C'est pas tous mes shows que je me fais un pacing 10 minutes d'avance. Un show de rodage, je vais savoir ce que je vais aller faire. En même temps, c'est que ça dépend. C'est que chaque show de rodage est différent. Il y a des shows de rodage que je viens faire une V1, que j'ai rallongé un gag que j'avais fait la veille, que je suis comme, ah, c'est cool, il y a du jus. Dans la journée, j'ai écrit de quoi par rapport à ça, puis je m'en viens le tester. Il y en a d'autres que je viens faire un number que j'ai rodé déjà, que je connais,
mais je viens changer le pacing pour essayer un gag précis, savoir si c'est mieux de dire ce mot-là ou ce mot-là, puis un autre truc. Fait que ça dépend aussi c'est quoi mon objectif à chaque show. Mais mettons, un number que je sais qu'il fonctionne, que la forme, le texte se tient, tout, que je suis à l'aise dedans, mais qui me manque de gags, c'est souvent là qu'il y a de mes gros gags qui vont être écrits 10 minutes avant. Que là, je vais avoir mes écouteurs, je suis backstage. Backstage, je peux être un peu plate pour les autres humoristes, là, souvent. Quand c'est des shows de rodage, je salue le monde tout. Je suis content de les voir, mais je viens travailler, fait que je mets mes écouteurs, puis là, je sors mon pacing, je me le fais. Puis juste d'écrire chaque mot, un après l'autre, ça m'aide à me refaire le texte dans ma tête. Puis là, je vois entre chaque ligne, entre chaque mot, je fais OK, oh shit. Là, pendant que j'entends le public, même si j'écoute de la musique en même temps, j'entends le public, je suis dans l'ambiance du show, j'ai le petit stress avant de monter sur scène. Là, je suis comme plus dans l'ambiance, fait que là, je fais oh, qu'il manque de quoi entre ces deux gags-là, entre ces deux bits-là. OK, parfait. Qu'est-ce qui manque? Puis là, je brainstorm dans ma tête, je suis sur le gun, puis là, OK, ça m'emmène un autre gag. Puis finalement, je refais un autre pacing. Puis finalement, en le refaisant, je me refais un autre pacing dans l'autre page d'après. Fait que là, qui est le même pacing, juste avec des ajouts de mots, puis là, je me fais comme un mot principal, puis là, une flèche, puis là, une autre flèche pour un sujet, un sous-sujet. Puis là, je m'en vais le tester sur le gun. Je répète vite mon nouveau pacing. Je suis sur le gun, j'enlève mes écouteurs, on me nomme, je monte sur scène, je le teste, je suis sur le gun. J'ai dit beaucoup je suis sur le gun, mais parce que je suis sur le gun. Puis là, c'est trippant. Là, je suis sur le edge. Quand je suis vraiment à la recherche de trouver des nouveaux gags puis repuncher mon texte, là, je suis sur vraiment l'excitation de l'adrénaline. Fait que d'être en mode warrior un peu, je trouve des nouveaux gags sur scène. Même où je pousse plus loin les idées auxquelles je viens de penser. Mais je suis pas du genre, par contre, à arriver juste avec une idée puis la surfer sur scène. Ça, je suis pas capable. Ouais. Okay. Je l'ai déjà essayé, puis m'a fini souvent en faisant c'était intéressant, mais il n'y a pas de punch. C'est une petite phrase classique, mais c'est souvent ça. J'ai pas cette habileté-là. Je vais être capable d'improviser quand j'ai une assise assez solide. Sur lequel j'ai une confiance. Je suis comme OK, je peux partir. Je peux déconner, puis je suis capable de revenir si ça ne marche pas, mon impro. Ça ne me débalancera pas. Mais arriver, là, vraiment, il y en a qui sont capables, qui écrivent comme ça m'impressionne. Ouais. Ça, c'est pas ma force. OK. Puis j'ai aussi entendu dire, parce qu'on est un podcast sur la créativité, donc pour libérer la créativité, un de tes trucs, toi, c'est l'écriture automatique? Mais pas nécessairement de gag, c'est ça? Ouais, j'écris pas. Les gags viennent vraiment après. Je suis très, très dans l'écriture automatique. Puis c'est drôle, justement, mon meeting avec Frankie hier, par rapport à mon show, c'était ça. J'y arrivais avec des idées que j'avais ramassées puis que j'avais synthétisées, mais qu'il n'y avait pas de punch. Mais j'étais comme, ça, c'est intéressant, c'est lequel surfer? Non. Et il était comme, tu le sais qu'il n'y a pas de blague. Là. Je fais, oui, je sais, là, on n'est pas là. Je suis conscient qu'il n'y a pas de blague. Je sais où j'en suis. Il va en avoir. Je suis capable d'en écrire, mais j'ai besoin d'avoir une structure dans mon texte avant. Il faut que mon idée soit claire, puis ça peut être long, je peux gosser longtemps, juste à ce que mon idée fasse du sens. Puis je peux... la même idée, je peux avoir 5 documents Word, puis là, je suis comme, non, là, j'ai le goût de restarter à 9. Puis là, finalement, j'écris 2 phrases, je suis comme, non, j'en pars un nouveau. Puis là, je ramasse ça, puis à un moment donné, ça fait un number. Je fais du sens là-dedans. Puis là, je rajoute des gags. Là, les gags viennent. Puis par idée, est-ce que tu englobes, mettons, l'angle que tu vas prendre, le sujet? Ouais. Ouais. L'angle, le sujet, je vais trouver plusieurs angles. Là, souvent, je pars sur d'autres
d'autres parenthèses, hein, ça m'emmène sur d'autres sujets, j'écris un peu là-dessus, je pars sur d'autres sujets. C'est très flou. Je souhaite à personne de lire ça. C'est clairement pas le temps de lire mes documents Word. Mais à partir de là, j'essaie de faire des liens entre chacun de mes angles sur le même sujet. J'essaie de les emmener. J'essaie toujours d'avoir une deuxième idée qui n'est pas le sujet quand j'écris. J'essaie toujours de... c'est un peu fucked up, là, puis un peu méta, mais j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Puis ma façon de trouver l'humour là-dedans, c'est OK, comment je peux ne pas le dire? Comment je peux ne pas nommer mon idée? Comment je peux trouver une façon de dire mon idée autrement? Que ce soit pas ça. C'est là que ça devient un peu plus funky puis plus fucked up, mais funky fucked up, ça se ressemblait, mais un poli, pas l'autre. Ouais, je sais pas si c'est trop bizarre. C'est super intéressant, en tout cas. C'est un bon truc, je trouve. Ouais, mais hier, j'ai trouvé, j'étais comme fier de moi en jasant avec Frankie. J'ai trouvé quand même une belle image, je pense, qui décrit bien mon brainstorm, ma façon d'écrire. Je suis dans une mine, puis je mine. Je creuse. À un moment donné, je trouve de l'or. Comme cool. On va aller creuser ailleurs. Je veux pas débloquer tout l'or autour. Je fais OK, je sais qu'il y en a là. Cool. OK, on va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. Je trouve plusieurs petits spots d'or qui m'allument, que j'ai du fun. Puis après ça, une fois que je suis comme ah, OK, là, ma mine est quand même le fun. Là, je creuse autour, puis finalement, je réalise que ça, c'était juste une pépite, mais finalement, celle-là ici, puis celle-là ici, ils se rejoignent en arrière. Puis finalement, en creusant, la forme que ça fait, c'est cool. Il n'y a pas d'or, mais la forme que j'ai creusée, elle est fun. Ce ne sera pas du gros rire solide, mais il y a de quoi de vraiment intéressant là-dedans. Puis j'ai le goût. J'ai le goût de ne pas juste offrir des pépites d'or à tout le monde. J'ai le goût d'aller dans plusieurs zones puis d'offrir différents styles de rire. J'aime ça avoir un gros rire gras, mais un rire ce que j'aime, en fait, souvent dans mes numbers, c'est quand je sors, le monde, c'est rarement les mêmes gags qu'ils ont aimé. On va me parler après un show, genre, hey, cette bit-là, man, puis ça riait pas tant dans la salle, mais la personne a trippé. Puis je me rappelle la voir dans la salle, puis pas rire aux éclats, mais m'en parle après, puis fait, man, c'était fucking nice quand cette bit-là. Ah, ben merci. Fait que j'aime aller jouer dans plusieurs zones. Ouais, ben, normalement, ne pas se limiter à sa première idée puis aller creuser plus loin. Non seulement le gag risque d'être plus drôle, mais aussi plus original. Ouais, vraiment. Quelque chose de plus spécial qui ne va pas nécessairement chercher de gros rire gras, mais comme quelque chose de plus intelligent aussi. Donc, c'est sûr que ça peut impressionner du monde en général aussi. C'est nice à avoir là aussi. Ouais. Mais comment tu as été capable ben, ou à moins que tu l'aies toujours eu, mais comment tu as été capable de te détacher de cette pression-là de être drôle tout de suite? Tu sais, mettons, quand tu fais des liners, j'imagine que c'est surtout par souci d'efficacité, là, de comme rentrer. Je pense que je pense que je ne l'ai jamais eu, cette pression-là. Okay. Ce qui était un peu spécial à l'école de l'humour, je me rappelle que notre metteur en scène dans la dernière année, pour les 2 dernières sessions, c'était Serge Postigo, puis je sortais on a des vendredis, à chaque vendredi, on présente un numéro. Puis j'étais dans la moyenne, je me débrouillais, j'essayais des affaires, puis tout. Mais des fois, j'avais pas eu le temps de rire, puis c'était pas nécessairement drôle. Puis à la fin, il prend les commentaires, puis comment tu t'es trouvé, comment t'as trouvé ça? Je suis comme, je suis content, je suis fier de moi. Mais moi, c'est que j'avais un objectif en tête qui était pas, mon but n'était pas de faire rire, c'était d'essayer, je veux essayer de quoi de fucked up, je veux essayer du jeu, je veux essayer un concept, je veux essayer de bien apprendre mon texte puis bien le livrer. Fait que ça, j'ai été capable. Puis c'était à un moment donné, dans un meeting tout seul avec, on jase, puis là, j'y parle de ma philosophie, puis que je recherche pas nécessairement le rire. Ben, je recherche au final le gros rire. Je veux faire rire. Ça, c'est sûr, c'est indéniable.
mais pas immédiatement. Je le recherche pas dès le premier, ma V1. Tout de suite, je sais que c'est un processus, puis ça va aller. Puis en jasant avec, t'es comme Ah! OK, t'es conscient que ça rit pas nécessairement. Je suis comme oui, je sais. Ah, OK, là, je comprends. Ben, il fallait que tu me le dises, esti. Je croyais que tu te trouvais bon. Je croyais que tu disais que c'était assez, que ça riait assez. Je dis, non, je le sais. Je suis très conscient. C'est autre chose que je travaille. Je ne sais pas encore ce que je travaille, mais je sais que c'est pas ça. Mais est-ce que ça rajoute-tu au rythme un peu, comme une intensité des gags comme ça? Parce que t'en as qui rient plus, t'en as qui rient moins. C'est-tu comme. Y a-tu une espèce de structure que tu essayes de faire là-dedans? Oui, il y a le cas de le fun aussi de jouer avec le silence, changer le beat, puis il y a le cas aussi des fois, mettons, il y a des profs à l'école qui me proposaient des gags, ou du monde qui me proposait des gags, puis je les prenais pas parce que je savais qu'ils fonctionnaient, puis je voulais pas de ce rire-là. Mm-hmm. J'avais aucun intérêt à avoir ce rire-là. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Il y a des rires que je veux pas. Il y a des gags, il y a des trucs que je sais qui vont fonctionner. Je sais que ça va rire, mais il y a aucune création. Il y a aucun. Je ne ressortirai aucun bénéfice puis aucun plaisir là, à avoir ce rire-là, à part que le monde ait ri, mais il n'y a rien de. Pour moi, j'essaie de trouver de quoi d'original, tu sais. Sauf qu'à un moment donné aussi, c'est correct de faire des gags. Faut pas se marteler et essayer de trouver le bit génie à chaque bit, là. Ça sert à rien parce qu'il faut une variante de rire aussi dans un show pour que tu aies des climax, des build-up. Mais ouais, c'est ça. Je ne suis pas à la recherche du rire ultime tout le temps, à chacun des gags que j'écris. J'aime aller dans différentes zones. J'aime jouer avec le malaise aussi sur scène. Je joue souvent avec le malaise. Fait il y a du silence là-dedans. C'est extrêmement beaucoup de timing puis du feeling avec le public. Fait que ça peut aller décrocher des plus gros rires, mais avant, tu as besoin de petits rires pour créer une tension pour après ça la relâcher. Okay. En fait, Anna Gadsby, dans son show, je pense que c'est Nanette, son premier show, que je ne sais pas si vous connaissez, mais sur Netflix, ça a été comme un des gros shows 2018, je pense, 2017, parce que ça a été un gros débat sur c'est-tu un show de stand-up ou c'est pas un show de stand-up? Parce que la fille est physiquement pas avantagée, est lesbienne, et elle parle de son vécu. Puis au début, elle fait des petits gags sur elle, sur son physique, puis ça rit, puis tu vois qu'elle est capable d'écrire des gags. C'est drôle, c'est sympathique. Puis à un moment donné, il n'y a plus de gags. Elle fait juste. C'est le seul show de stand-up que j'ai pleuré. Puis t'as les larmes aux yeux, c'est émouvant. Puis elle revient avec des gags, mais son écriture est ultra stand-up. Ça ne devient pas un TED Talk, ça ne devient pas une conférence sur l'espoir, puis sur arrêtons de l'intimidation. Il y a vraiment. C'est tellement bien écrit. Mais elle, dans son show, c'est très méta aussi. Son écriture, elle va parler du processus d'écriture. Puis elle décrit très bien c'est quoi la tension en humour. C'est un gag, c'est ça. C'est de créer une tension chez le public. Puis ce qui va créer un plus gros gag, plus la tension est forte, plus le relâchement va te faire éclater de rire. Tu sais. Et qu'elle parle de ça, puis je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est un spectacle à voir. Que t'aimes le stand-up, non, c'est une œuvre. C'est vraiment une œuvre à voir. Oui. Okay. Ah, c'est intéressant. C'est quoi son nom encore? Anna Gadsby, t'as dit? Anna Gadsby. C'est The Great Gatsby. A-N-N-A. Puis Gatsby, G-A-T-B-S-Y. Il est sur Netflix. Elle a sorti un deuxième cette année ou l'année passée. Puis il était attendu. Il est super bon aussi. Là. Tu vois qu'elle a un talent d'écriture fou. Mais le premier, il était tough à topper. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis
pour la création puis pour la compréhension de l'humour qui est super intéressant aussi. Vous allez triper. Nice. Nice. Ouais. Nice. Ouais, je vais aller voir ça, c'est ça. Sur Netflix, OK. Puis Parlant toi, de- donc, j'imagine que tu décris ça comme un... Toi, t'as trouvé que c'était du stand-up? T'es de ce bord C'était du stand-up. Oui, c'était 100%. Pour moi, là, c'était excellent. Mais il faudrait que je le revoie. Ça fait un petit bout. Là, je ne me rappelle plus exactement de tout, mais à part de tous les malheurs, puis à part de sa vie, puis elle décrit, elle parle en fait qu'elle veut plus faire de stand-up parce que c'est trop rushant. C'est trop. Même si elle a compris que c'est drôle de parler de sa vulnérabilité puis parler de ses problèmes, ça les règle pas. Puis, en tout cas, c'est très méta. OK. Là, j'en parle, c'est que je veux pas vous voler de punch non plus. Puis, mais on s'en reparlera au pire sur Facebook après, là, si vous l'avez vu. Mais ça vaut la peine. All right. Puis ça décrit la tension créée chez le spectateur avec l'humour. Nice. Parlant d'affaires un petit peu particulières et méta, tu as un procédé que j'ai remarqué que tu fais que je ne sais pas trop comment décrire ça, puis j'ai pas vraiment d'exemple en tête là, mais en gros, tu dénonces certains comportements ou certaines observations que tu as faites de certaines personnes, ou, comme un peu sous une forme de critique, mais en faisant passer ça par de l'autodérision sur toi-même avant. Ouais. Fait que c'est comme tu dis, genre, moi je fais ça, nanana. Tu sais, le monde qui sont de même, c'est quand même particulier, ça. Comment tu as commencé à. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai la misère à m'exprimer Un petit peu, là, je vais jouer souvent dans l'ironie aussi. Puis je pense que c'est un peu ça. Je mélange ironie puis autodérision. Autodérision. J'avais autocritique dans la tête qui se fait pas le mot. Merci, Sacha. Plaisir. Yes. Ensemble, nous aider à construire des phrases complètes, c'est pas pire. Oui, avec lui, c'est ça derrière toi. Je ne pas compte que tu connais pas bien le français. Bravo, pour vrai. Ben, merci. Mais ouais, c'est un mélange des deux. Puis je pense que ça rapporte un peu aussi avec comment mon humour s'est développé à travers les années puis dans la vie de tous les jours. Je n'invente rien non plus, mais ça a été quand même un petit mécanisme de défense, l'humour de ma jeunesse. Là, je suis 6 pieds 1. Je suis grand, mais je ne suis pas gros. Puis avant, ben, j'étais encore moins gros, puis très petit. J'étais dans les petits au primaire. Là, puis je me faisais niaiser un peu là-dessus. Puis rapidement, ça a été. Même si j'ai pas. C'est ça que je disais là, au début, j'ai pas vécu de grosses épreuves. Je peux pas dire que j'ai été victime d'intimidation. Pas du tout. Ma vie a bien été, mais j'étais un petit maigre. Fait que je me suis quand même fait niaiser souvent là-dessus sans que ce soit à répétition puis que ça abîme ma confiance. Il y a d'autres choses qui l'ont abîmé. Là. Ben oui. Je paye pas 100$ pour que vous sachiez ça. Non, mais je pense que c'est parti de rire de moi. Fait en riant de moi, je pense que j'avais un regard un peu sur les autres. Un regard sur moi, comme OK, on peut se faire rire de soi. OK, qu'est-ce que je fais de pas correct? En regardant ce que moi je fais de pas correct, là, je comprends pas ce que j'ai toujours essayé de bien agir dans la vie. Fait que je remarque peut-être plus les choses que je trouve pas correctes, pas éthiques, puis tout. Fait que c'est un mélange des deux. Oui. Ben, un exemple qui peut peut-être, là, je viens de penser à quelque chose. Dans en route vers mon premier gala, le moment où est-ce que tu parles de puncher dans un mur, tu sais, ça c'était un petit peu ça. Ça, c'est un bon exemple. C'est ça. Le gag, exactement, je disais que je peux pas insulter mon ex. Ça me fait chier. J'aurais aimé ça pouvoir l'insulter. Mais non, j'ai toujours été dans des relations saines. Fait que je peux juste la traiter de fille qui m'a laissé parce que ça fonctionnait plus. J'aurais aimé ça avec un gars de construction, tu sais, qui sa relation finie, puis comme fuck you, crise de chienne, cale sa bière, il punch dans le mur. Moi, je peux juste. Ah, c'est ça.
c'est là que je dis, moi, je peux juste la traiter de fille qui m'a laissé parce que ça fonctionnait plus. Calme ma bière, mais je vomis parce que je tolère pas l'alcool. Frappe dans le mur, mais ça me fait mal. Puis là, je dis, hey, c'est vieux. Ouais, je pense que le punch, je suis pas sûr, mais il me semble que le punch, c'est que lui, il connaît ça. Ouais, les Oui, c'est ça, matériaux. je dis. Ah, c'est une affaire. Là, je peux après dire que les gars, je peux après rire des gars de construction, là, au contraire, c'est juste qu'eux autres sont capables de frapper dans le mur parce qu'ils connaissent leurs matériaux. Fait qu'ils se font pas mal. Fait que je ris un peu du cliché qu'on a du gars de construction en riant de moi aussi. Ouais. Puis en dénonçant. Personne qui écoute, ce gag-là doit être extrêmement flou et plate. Attends, il a fait en route avec ça. Yes. Calvaire. C'est ça, c'est parenthèse. Ça se tient pas. Non. Non, mais qu'ils aillent le checker, c'était très, très drôle dans le contexte du numéro. Puis c'était intéressant parce que tu dénonçais plusieurs comportements en même temps. Non seulement la connaissance des matériaux, des murs, des gars de la construction, mais aussi le monde qui insultait leur ex. Puis il y avait comme un petit truc un petit peu engagé, un petit peu social là-dedans. Je trouvais ça cool. Ouais, j'aime ça de temps en temps quand sans passer un message, mais des observations plus sociologiques. Là. Il y a des trucs qui me dépassent. Il y a des comportements qui. Ouais. Je trouve ça aberrant qui existe encore. Pour moi, ça, c'est absurde. T'sais. Quelqu'un qui insulte son ex ou quelqu'un. Quand on parle de la culture du viol, j'ai fait un petit rot. Je suis désolé. L'avantage d'avoir un podcast qui n'a pas des techniques incroyables, c'est que je pense qu'on n'entendra pas. Ouais, mais j'ai eu un petit. Fait que visuellement. Non, non, je disais quoi déjà? Des comportements qui te dépassaient. Ouais, il y a des. Tous les comportements liés à la culture du viol, pour moi, ça, je trouve ça absurde. Le racisme, encore aujourd'hui, pour moi, ça, c'est bien plus absurde que les gags que je fais qui sont dits absurdes. Tu sais. Ouais. Et de rire de ça, ça me fait plaisir. Mais en même temps, je ne veux pas tomber moralisateur, je ne veux pas tomber dans le danger, je pense, de faire de l'humour dit engagé, c'est à un moment donné, c'est que tu peux prêcher pour ta paroisse, là, puis juste ton public qui te donne du love, c'est comme « Ouais, c'est vrai ce que tu dis! » Puis là, tu reviens chez vous, comme « Oh yes, c'est vrai ce que je dis! » Mais tu n'as changé aucune mentalité. Le monde qui vient te voir pense comme toi déjà. Ouais. Fait que t'es allé te flatter dans le sens du poil, là. Ça devient politicien, en fait, je trouve. Hein? Ça devient limite un peu politicien. Comme tu dis, justement, tu vas le faire un speech, là, tu fais hype-up par rapport à ça, puis c'est un échange de. C'est ça. Puis, mais en même temps, quand tu trouves la finesse d'écriture, il y a des trucs qui sont le fun. C'est ça, quand c'est bien écrit, bien ficelé, puis que même si le gag n'est pas fort, mais que tu as un applaudissement, je pense qu'il est cool si tu vas chercher une approbation, mais que l'approbation n'est pas juste le message, mais comme « Oh shit, bravo, belle finesse d'écriture. » Là, c'est cool. Mais quand c'est juste dénoncer pour dénoncer, ben, ça devient militant. Ça, je suis moins. J'essaie d'éviter ça. Tu sais. Puis en même temps, des fois, ça peut arriver quand tu fais du rodage, tu testes, mais comme. Ça se peut des fois, c'est arrivé là, que j'ai des numbers que je sors, puis je fais. Ouais, non, ça, j'avais l'air d'un pro-militant intense, mais il m'a dimé down mon ton, puis il m'a racheté des gags, puis ça va se tenir, puis ça va être un number d'humour et pas juste un message. Ouais. Ça dépend aussi toujours où est-ce que tu es rendu dans ton processus pour un number ou un show. Tant que je pense la meilleure leçon en fait que j'ai apprise avec les années, c'est que ce qui aide en fait à garder le moral, c'est d'avoir un objectif pour chaque show. C'est le meilleur conseil, je pense, que je peux donner, que j'essaie d'appliquer, puis des fois, j'oublie de me l'appliquer. Mais surtout quand tu commences, ça peut être tough. Tu vas faire un show, puis là, tu testes de quoi, puis ça va correct, puis là, les 6 autres humoristes
il pète tout. T'en as un qui tu fais ah, tabarnak, si, ça fait 2 ans qu'il fait ce number-là. Ben oui, ça a bien été. Puis là, tu sors du show, puis là, c'est awkward. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le public. Puis là, tu vois, le monde, ils vont prendre une bière avec telle personne. Là, t'as l'air loser. Puis là, t'es pas bien. T'es comme ah. Mais c'est parce que ton objectif n'était pas clair. Si ton objectif est clair, tu montes sur scène, tu fais ouais, je m'en viens tester un number. Moi, c'est ça que je viens faire. Je viens tester un number. Tu sors, si tu as réussi à. Ton objectif, c'était de livrer ton texte sans avoir de blanc parce que tu es quelqu'un qui a souvent des blancs, puis tu l'as réussi. Who gives a fuck que l'autre a eu 1000 claps? Mhm. Ça aide énormément à garder le cap puis à juste OK, non, c'est ça mon objectif. Puis c'est ça, c'est censé être ça, des soirées de rodage. On s'en fout, c'est pas. T'as beau tout péter dans une soirée de rodage, ça change rien à ta carrière. Comme si tu te plantes, ça change rien. Tant que tu as un objectif, puis ben, si tu ne l'atteins pas, ben, au moins tu sais sur quoi travailler. Mais si ton but est juste d'être le meilleur, ben, bonne chance, tu vas te démoraliser puis tu vas devenir amer en tabarnak face à ce milieu-là. Parce que tu n'as pas le même objectif. La personne, tu n'as pas à en vouloir au gars ou à la fille qui vient faire un numéro rodé depuis 2 ans parce que lui, son objectif, il est autre. Il vient travailler ce number-là parce que, tu le sais pas, mais il y a une gig télé dans une semaine puis il a besoin de le roder. Il l'a pas rodé depuis 1 mois puis il vient rajouter un gag. Ben, lui, c'est ça son objectif. Ouais. Tu peux pas te comparer, surtout pas dans les soirées de rodage de même. Puis après ça, tu as toutes les questions de style d'humour, questions de 1001 trucs qui peuvent venir en ligne de compte. Là, mais ouais, j'essaie ça de l'appliquer. Puis c'est un truc qu'on m'avait déjà dit, mais c'est une autre chose que Frankie m'a bien aidé. Là. Je donne le crédit pour ça, mais d'avoir vraiment. Quand j'allais roder pour le prochain stand-up, il m'appelait juste avant. Il fait OK, comment tu vas? Ça va? Il fait OK. Stressé pour asseoir? Non. OK, c'est quoi ton objectif? Des fois, je pataugeais. OK, ton objectif n'est pas clair. Trouve ton objectif, tu me rappelles. Il était bon pour vraiment me pousser dans le cul. Ah, c'est malade, ça. Ah, c'est cool, Ouais. ça. Vraiment. Fait que trouver par soi-même, avoir ça en tête avant chaque show, là, ça aide vraiment. Mais c'est bon, parce que surtout, en tout cas, j'imagine que moi, si ça me fait quelque chose, ça doit faire quelque chose à d'autres qui vont nous écouter parce que surtout quand tu commences, là, c'est tellement une grosse. C'est tellement un gros bateau, là, l'humour, là, devant toi, là, toute l'industrie, tout le monde, que tu finis par te. Ben, je pense pas qu'il y ait personne qui réussisse à passer à côté de ça, tu sais, sans se faire ramasser au début par la comparaison avec les autres, par le jugement, par Oui. tout ça. Fait que, tu sais, ce que tu dis là, tu sais, c'est bon de se le faire rappeler tout le temps, parce que même si on le sait tous un peu, Exact. On l'oublie. Ouais, on l'oublie, tu sais. Oui, puis je serais menteur de dire que je ne me compare jamais et tout, tu sais, mais j'essaie de ne pas tomber là-dedans parce que tu peux rapidement tomber dans un cycle pas le fun, puis devenir amer, puis c'est plate être dans une loge ou chiller avec des humoristes, puis on est là à triper sur la même chose, puis finalement, ça devient juste amer, puis bitché, puis on le voit là en ce moment, il y a comme un gros beef sur Internet, des podcasts, là, j'ai vu vite. Tu fais, c'est plate, c'est tout du monde fucking bon dans ce qu'ils font. Puis là, après ça, c'est une game de. Je sais même pas, là, je veux même pas me prononcer parce que je connais pas le beef au complet. Mais ça arrive souvent, ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est une conversation de loge qui s'est ramassée dans un podcast, sûrement. C'est ça. Elles sont plates, ces conversations-là de loge-là, quand t'as du monde qui font juste bitcher ou se comparer ou à telle personne, tabarnak. Entre chum, c'est correct, là. Si t'as des amis très proches, Maurice, avec une bière, t'es chez vous, t'as le droit là, de laisser aller la soupape, puis niaiser, puis déconner, mais sinon, là, c'est très lourd, là, du monde juste négatif et tout. Fait que, petit conseil, garder le positif. Tu peux te comparer à nous autres, tu vas gagner tout le temps. Hein? Tu peux te comparer à nous autres, tu vas gagner souvent. Je sais pas, je vous ai jamais vu sur scène. Justement.
On fait sa Ben, ça thérapie dépend. en même temps que le podcast, tu sais, on y sauve de l'argent de même. Encore là, ça dépend c'est quoi ton objectif, tu sais. Pas Ah, se ben gonner là, à soir. Mais... mais Léo, il m'appelle jamais pour me le demander avant le show, fait que je sais pas. C'est quoi ton défi, Sacha? Pas me tuer. Ouais, OK. C'est ça. Moi, je vais prendre ça de toi, par contre, l'affaire de défi. Puis de Frankie, je trouve ça super bon. Ouais, vraiment. Cette optique-là, de cette façon-là de le voir par rapport au défi, je trouve, en tout cas, pour moi, maintenant que tu viens de me le dire, je trouve que ça change toute la. Ah, ça enlève énormément de pression. Vraiment, là. Ouais. Parce Puis qu'on. c'est vrai, tu sais. C'est juste vrai. Tu sais, Ouais, ouais. que tout le monde. Puis ça devrait être comme ça pour n'importe quoi, tu sais. Mais tu sais, je pense que ça nous force tellement à se comparer. Tu sais, je peux pas croire qu'à la caserne de pompiers, à chaque début de quart de shift, tu sais, sont là à se comparer. Tu sais, ben peut-être, là, sûrement. Ça Ouais, m'étonne c'est ça, je sais pas, peut-être aussi, mais ça peut-être, doit mais arriver quand même dans tous les milieux de quelqu'un qui a une petite promotion, puis tabarnak, moi, la j'aurais comparaison est dû partout. telle personne. Tu sais. Je pense que dans n'importe quel job, je pense que c'est humain, là, à un moment donné, de se comparer, puis c'est que là, notre milieu, le monde le voit aussi de l'extérieur, mais n'importe n'importe quel milieu, tu vis dans un environnement un peu clos, puis tu vis avec le même monde, puis tu n'as pas choisi, puis ça devient des collègues. Tu sais. Puis il y a ça aussi, là, il y a cette perception-là qui change à un moment donné avec les années de. Bon, en tout cas, je commençais, je suis comme, ah, c'est l'humour, ok, c'est cool. Là, tu rencontres plein de monde passionné, puis c'est trippant, tu tombes dans une loge avec telle personne que tu as vue à la TV, que tu admirais, que tu avais découvert, tu es comme, il m'a fait découvrir telle affaire en humour. C'est trippant. À un moment donné, plus ça va, plus tu réalises que c'est pas parce qu'on tripe tous la même chose qu'on est tous des amis. On peut tous se respecter, mais sans être des chums. C'est la vie. Tu peux pas connecter humainement parfaitement avec tout le monde. Mais puis après ça, c'est ça. Ouais, les objectifs, ça change de quoi? Là, là les Oliviers viennent de sortir les nominations. Là, tu regardes ça. Ça peut être facile pour n'importe qui de tomber amer ou tabarnak telle personne, mais ouais. encore là, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y a du monde que leur but, c'est de vendre le plus d'étiquettes. Il y en a, c'est ça. Fait qu'ils vont travailler pour, puis ils sont bons là-dedans. T'en as d'autres qui veulent autre chose, qui ont un autre objectif, qui est faire de la télé. Il y en a d'autres que c'est d'écrire un nouveau show à chaque année. C'est ça leur objectif qu'ils ont besoin de créer, puis tu peux pas te comparer, puis après ça, le public qui embarque, puis petit à petit, tu builds ton public, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis c'est ça. Oui, tout à fait. Maintenant que tu es parti là-dessus, là, Anthony, tu peux-tu nous dire c'est quoi ce serait tes conseils pour des wannabes qui commencent en humour comme Léo puis moi? L'objectif avant chaque show, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ce qui va vous aider à garder le moral puis être très objectif face à vous. Sans trop se taper ses doigts, là, mais savourer ses victoires. Tu as le droit d'être content quand tu as eu un bon show, puis c'est le fun, puis quand tu prends un step, c'est cool. Mais essaye de toujours voir ce que tu peux améliorer. Classique. Ce serait ça. Tu sais, pas rien prendre pour acquis, puis essayer de voir ce que tu peux améliorer, puis de pas. C'est ça. C'est pas grave de se planter. C'est pas grave un show qui va moins bien. C'est pas grave que tu sois le moins bon sur le line-up. C'est pas grave que tu sois celle-là qui a eu le moins de rire. C'est pas grave que tu sois celle-là qui y a le moins de monde qui vient parler après le show. Le lendemain, ça se peut que ce soit toi. Ouais. Ouais. Ouais, tout ça, puis être sur le gun en tout le temps, ça marche. Ben pour moi j'ai besoin Il y en a qui ne vivent pas sur le stress. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours. À l'école, j'étais le même, je reportais toujours, je suis très dernière minute, je procrastine, tu sais, fait que j'ai besoin de ce stress-là, c'est là que je deviens efficace. Il y en a qui ne sont pas capables. Fait que peut-être pas pour tout le monde, mais avoir un objectif clair, ouais. Nice. Ouais. Ah, c'est super. Écoute, Anthony, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était super intéressant pour vrai. Ça fait plaisir. Merci à vous pour vrai. C'est très cool, les gars. Écoute, on est super pas assidus là-dessus, mais là, pendant que j'y pense, je vais te le demander, même malgré la pandémie, as-tu des trucs que tu voudrais plugger
quand même, ça peut être une page Facebook au pire. Ouais, Anthony Remillard, comme vous pouvez le voir quand je parle, il le voit, la façon dont c'est écrit. Tapez ça, puis Instagram, Facebook. Puis je suis dans l'écriture d'un show. Fait que je sais pas exactement quand ça va sortir. Peut-être cet été, si on peut refaire des shows. Sinon, ça ira à l'automne ou quand on va pouvoir. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est ça les projets. Nice. Ben écoute, merci d'être venu, c'était cool. Ben merci à vous. Pour vrai.